À ce moment-là, l'enregistrement commence à se brouiller par intervalles réguliers, mais René remarque une femme sortant de la camionnette et soudainement Kevin est projeté en l'air à plusieurs pieds de hauteur. L'officier atterrit violemment sur le capot de sa voiture, et quelques secondes plus tard, cela doit avoir causé la chute de ses dents qui se répandent partout dans la rue. La vidéo se termine brusquement et René ne peut pas voir qui a attaqué Kevin. Après cela, elle et Danny commencent à vérifier leurs alentours pour trouver des indices possibles. Ils voient des morceaux déchirés d'un uniforme de police accroché à un portail métallique à proximité et se dirigent dans cette direction. Ils tombent bientôt sur une vue macabre, le corps ensanglanté de Kevin est suspendu à une clôture métallique. Peu après, l'équipe médicale d'urgence et d'autres policiers arrivent sur les lieux. Le sergent Casper est accompagné de l'experte en informatique, l'inspectrice Suzanne, qui travaille également pour le département de police de Swinton. René lui parle de la camionnette verte sans plaque d'immatriculation vue dans l'enregistrement de la caméra de tableau de bord de Kevin, mais l'inspectrice Suzanne répond que ni la caméra de tableau de bord ni la caméra corporelle de Kevin n'étaient fonctionnelles lorsqu'il a été attaqué. Ils n'ont aucune preuve qu'une camionnette verte ait été présente dans la zone à ce moment-là, et sans preuve substantielle, les affirmations de René sont rejetées par le sergent, bien qu'elles soient basées sur des preuves littérales. Pendant que le quartier général de la police collecte les premiers rapports sur ce meurtre brutal, René et Danny reçoivent un congé anticipé pour la nuit. Ils se rendent dans un bar local où René révèle que Kevin était son mentor et son ancien partenaire de patrouille. Elle se confie également sur l'accident qui a tué son fils. Apparemment, le petit garçon s'est noyé dans la piscine de ses voisins cette nuit-là. René fait alors un cauchemar dans lequel elle voit des aperçus de la femme de la camionnette verte. La femme semblait porter une sorte de tenue de travail d'hôpital et il y avait un symbole de croix dessiné sur son pantalon. René se réveille perturbé et décide de se calmer en regardant des vidéos du jour de la naissance de son fils. Elle réalise soudainement qu'il est né dans un hôpital qui avait exactement le même symbole de croix. Après enquête, René voit le nom de la même femme dans la liste du personnel de l'hôpital. Il s'agit de Tanesha Bron, une infirmière de profession, mais elle n'est pas signalée à l'hôpital depuis 6 mois. La nuit suivante, René est de retour sur la route avec Danny et elle est déterminée à enquêter davantage sur l'affaire. Le duo arrive bientôt chez Tesh et éteint leur caméra corporelle avant d'entrer. En vérifiant les pièces à l'intérieur, ils trouvent une photo de Tanesha et de son fils. Ils continuent à enquêter dans la maison, qui est en très mauvais état. L'endroit est tellement exigu et infesté de cafards que Danny sort rapidement pour prendre l'air frais. René continue à fouiller, espérant trouver un indice, mais elle n'en trouve aucun. Juste au moment où elle s'apprête à sortir de la maison, elle a une sensation étrange, comme si une entité inconnue l'observait. Malgré l'absence d'indices substantiels, René plonge plus profondément dans la vie de Tanesha. L'officier découvre que son fils, DeMarco Bron, a été tué dans une fusillade de gang il y a environ 6 mois. Pendant ce temps, Tanesha fait ses courses dans un supermarché où elle est harcelée par 2 hommes. L'un de ces voyous sort son téléphone portable et commence à l'enregistrer sans son consentement. Par coïncidence, 2 policiers en patrouille, Roberts et Beer, aperçoivent une camionnette verte sans plaque d'immatriculation garée devant le magasin. C'est la même camionnette vue le jour où Kevin a été tué. Les 2 policiers appellent le quartier général et demandent des renforts immédiats. Cet appel est ensuite relayé à René et Danny qui sont à quelques blocs de là. Pendant ce temps, Beer et Roberts entrent dans le magasin et interrogent agressivement les 2 hommes, allant même jusqu'à sortir leurs armes, mais cela s'avère être une grosse erreur. L'un des voyous finit par tirer sur Beer et prend Tanesha en otage. Il menace de tuer la femme, mais soudainement, une entité sombre apparaît derrière lui. Elle soulève les voyous, les faisant lâcher prise sur l'otage. Le criminel est tellement effrayé qu'il commence à tirer au hasard et finit par tuer tout le monde, y compris le caissier et son partenaire. Pendant le chaos, Tanesha s'échappe par la porte arrière du magasin. Officer Roberts, maintenant la seule personne vivante à l'intérieur, enquête rapidement sur la zone où se trouvait le tireur. À son horreur, le corps du criminel tombe à terre juste devant lui. Avant que Roberts puisse réagir, l'entité place un sac en plastique sur son visage et commence à l'étouffer. L'officier parvient à s'échapper et tente désespérément de lutter contre l'entité, mais il est rapidement tué. Le film commence à Swinton, où Tilda Swinton joue le rôle d'un policier nommé Kevin qui entre dans un dîner local. Il est révélé qu'il vient souvent ici et qu'il appelle même le serveur Pop. Cependant, l'atmosphère à l'intérieur du dîner est tendue, car Pop ne veut clairement pas faire affaire avec Kevin. Cela est dû au fait qu'un policier a récemment tué un jeune garçon noir, suspecté de posséder de la drogue et des armes, mais il s'est avéré que le garçon n'avait ni l'un ni l'autre. L'incident s'est aggravé lorsque le policier a été autorisé à partir sans aucune punition. Pop tend un verre à Kevin, mais il lui dit que les policiers ne sont pas les bienvenus dans cet établissement, du moins pour l'instant.
Kevin reprend donc sa patrouille nocturne dans les rues de Swinton. Après un certain temps, il aperçoit une camionnette verte sans plaque d'immatriculation et allume la sirène pour l'inciter à s'arrêter. Kevin signale la situation à la salle de contrôle par radio, allume sa caméra de tableau de bord ainsi que sa caméra corporelle, et commence à approcher la camionnette qui s'est arrêtée sur le bord de la route. Il pleut fortement et Kevin a du mal à voir à travers les fenêtres de la camionnette. Il remarque cependant un mouchoir ensanglanté posé sur le tableau de bord à l'intérieur. Sans signe quelque chose de suspect, il ordonne immédiatement au conducteur de sortir du véhicule. Il s'avère que le conducteur est une femme noire qui descend lentement de sa camionnette, elle a l'air très négligée et porte un regard étrange et effrayé. Kevin fait quelques pas en arrière et brandit son arme. Ensuite, la scène passe brusquement à un plan en vue subjective depuis sa caméra corporelle, le policier étant violemment soulevé dans les airs par quelque chose avant que l'enregistrement ne s'arrête. Nous revenons alors 12 heures en arrière, où un autre policier noir, René Lomito Smith, est assise tranquillement près de la fenêtre de sa maison, avec une expression de profonde tristesse sur le visage, semblant lutter mentalement. Il est alors révélé qu'environ 9 mois auparavant, René avait perdu son fils dans un accident. Quelques semaines après cet incident bouleversant, elle avait frappé un civil alors qu'elle était en service, et son département avait été contraint de la suspendre pendant 8 mois, suspension qui prend fin ce jour-là. Plus tard, elle rend visite au superviseur de la police, qui lui fait passer un entretien pour évaluer son état mental. Elle lui assure qu'elle a maintenant surmonté la mort de son fils. Le superviseur lui pose quelques questions de routine et lui permet de reprendre son service. Par la suite, le commandant de la surveillance, le sergent Casper, accueille René dans son équipe et la paire avec le jeune recrue, Danny Oled, qui est dans la force de police de Swinton depuis seulement quelques mois. Tout le monde est heureux de revoir René, mais elle n'est pas très contente d'avoir un novice comme partenaire de patrouille de nuit. Néanmoins, elle accepte de prendre Danny sous son aile et le duo part en mission. Alors qu'ils conduisent dans un quartier local, ils tombent sur un jeune enfant jouant seul au milieu de la rue. René trouve étrange qu'un si jeune enfant soit dehors seul la nuit, alors elle arrête sa voiture et active sa caméra corporelle avant de s'approcher de l'enfant. Juste au moment où les deux policiers demandent à l'enfant s'il va bien, plusieurs personnes sortent précipitamment d'une maison voisine. Le récent meurtre d'un jeune garçon noir nommé DeMarco a terni la relation entre les policiers et la communauté locale, et les citoyens ne veulent pas que les policiers s'approchent de leur quartier, encore moins de leurs enfants. Ainsi, René et Danny se font crier dessus sans raison. Heureusement, René parvient à les calmer en disant qu'elle voulait simplement s'assurer que l'enfant allait bien. Les deux policiers retournent ensuite calmement à leur voiture de patrouille. Une fois à l'intérieur, Danny félicite René pour sa gestion de la situation tendue, mais René, ayant perdu son fils récemment, semble comprendre pourquoi tout le monde est aussi nerveux en ce moment. Peu de temps après, le duo est contacté par le quartier général de la police par radio. Il s'avère que l'officier Kevin Ganning ne répond plus aux appels d'urgence, et le quartier général leur demande d'aller enquêter sur sa localisation actuelle. Il suppose qu'il est probablement au cinéma en train de regarder à nouveau Inside Out. Le duo se dirige rapidement vers les coordonnées fournies, qui ne sont pas loin, et après avoir roulé quelques blocs de plus, ils remarquent la voiture de Kevin au milieu de la route. Ils allument leur caméra corporelle et s'approchent tranquillement de la voiture, mais les choses prennent un tour sombre lorsque René remarque du sang sur le pare-brise. Danny voit également plusieurs dents et du sang partout sur la route. Ils appellent rapidement le quartier général pour demander des renforts. Pendant ce temps, René inspecte l'ordinateur portable de Kevin, qui contient les vidéos de sa caméra de tableau de bord. Elle y voit l'enregistrement de ce qui est arrivé à l'officier. L'enregistrement est très instable, mais René voit une camionnette verte sans plaque d'immatriculation. Elle regarde alors Kevin demander au conducteur de sortir du véhicule les mains en l'air. Peu après, René et Danny arrivent au magasin pour découvrir que tout le monde est mort. Elle tombe alors sur les enregistrements des caméras de sécurité, mais ils sont extrêmement tremblants et flous. Heureusement, elle trouve le téléphone de l'un des voyous qu'elle garde pour elle. De retour au poste de police, René se rend au département médico-légal pour obtenir des détails sur les victimes. Le médecin légiste explique comment toutes les victimes ont perdu leurs dents. René supplie le médecin de lui accorder 5 minutes seul avec les corps, et ce dernier accepte à contre-séure, mais lui dit qu'elle ne doit rien voler ni déranger les corps car elle n'est pas censée être là. Une fois seule, René sort le téléphone qu'elle a trouvé au magasin, le débloque avec l'empreinte digitale de l'un des voyous et supprime définitivement l'option d'écran de verrouillage. Plus tard dans la soirée, chez elle, René examine la vidéo du téléphone et remarque l'entité étrange derrière Tanisha et l'homme qui la tient en otage. En même temps, René reçoit une piste sur l'origine de la camionnette verte. Il est révélé que la camionnette a été volée dans une église locale quelques jours avant le meurtre de Kevin. Le lendemain, elle se rend à l'église et interroge le pasteur.
Il révèle que la camionnette n'a jamais été volée mais en réalité prêtée à Tanisha. Il s'avère que son fils de Marco assistait à plusieurs programmes pour jeunes à l'église. L'enfant était apparemment sourd mais participait toujours à plusieurs programmes sociaux. Le pasteur donne aussi à l'officier un endroit possible où trouver Tanisha. Plus tard, René arrive à l'adresse, qui semble être une maison délabrée infestée de toxicomanes. Elle entre à l'intérieur et trouve des photos du jeune de Marco ainsi que plusieurs dessins. Cependant, dans l'un des placards, elle trouve quelque chose qui la choque, un dossier contenant des photos des officiers Kevin, Roberts, Danny et du sergent adjoint Panda. Les policiers morts ont une croix rouge dessinée sur leurs photos. Cela prouve que les meurtres récents ont été planifiés et ne sont pas de simples événements aléatoires. Soudainement, René aperçoit une caméra de vidéosurveillance en haut du placard qui semble la surveiller. Elle se précipite dehors et tente d'appeler le sergent Casper, mais il ne répond pas. Elle appelle ensuite Danny et lui dit qu'elle a besoin de lui parler en face à face. Ce dernier accepte et lui demande de venir chez lui dans 1 heure. Plus tard, lorsqu'elle arrive chez Danny, elle trouve la porte d'entrée ouverte. Elle entre dans la maison et le cherche. À son horreur, elle trouve une note disant « Je suis désolé » dans la salle de bain. Danny a, pour une raison inconnue, commis l'impensable et son corps sans vie est dans la baignoire. Alors que René, accablée de douleur, essaie de comprendre la situation, elle trouve une clé USB sur le lavabo. De retour dans la voiture de patrouille, elle insère la clé USB dans son ordinateur portable. Elle y trouve des images de la caméra corporelle de Danny qui inclut lui-même, les officiers Kevin, Roberts et Panda lors d'une patrouille. On les voit crier après un jeune garçon qui semble s'éloigner de l'endroit où ils se tiennent. Dans un tournant tragique des événements, le sergent adjoint Panda tire sur le garçon pour ne pas avoir obéi aux ordres. Les autres maîtrisent rapidement le garçon et Panda commence à fouiller son sac à dos. Il se rend alors compte que le garçon est sourd et n'est autre que le fils de Tanisha, de Marco. Suite à cela, Danny tente d'aider l'enfant et révèle que ses dents sont tombées, mais Panda rétorque en soulignant la gravité de la situation et les conséquences auxquelles ils feront face. Il étouffe alors brutalement le garçon et le tue, à l'horreur de tous. Dans le présent, René, émotionnellement bouleversée, appelle le sergent Casper et organise une rencontre. Elle le rencontre plus tard dans un entrepôt et lui révèle ce que les 4 officiers ont fait à de Marco. Cependant, il est évident que Casper est déjà au courant. Il braque son arme sur René et lui dit que l'affaire est mieux laissée sous silence. Il la force même à entrer dans le bâtiment où Panda arrive aussi sur place. Une fois à l'intérieur, le sergent adjoint exige que René lui remette les images. Lorsqu'elle refuse, il lui tire dans l'abdomen. À ce moment intense, Tanisha arrive de nulle part et confronte les policiers pour avoir tué son fils. Elle leur lance aussi un avertissement sinistre, disant que de Marco se souvient d'eux. Il est alors révélé que l'entité sombre qui a mené une série de meurtres est l'esprit vengeur de Marco. Il apparaît de nulle part et frappe le sergent Casper, lui arrachant ses dents. Pendant ce temps, René et Tanisha s'échappent dans une autre partie de l'entrepôt. Après un moment, Panda vient les chercher, mais René lui tire dans le bras droit. L'esprit de Marco attaque alors l'officier blessé et le tue brutalement en lui arrachant la colonne vertébrale. René croit qu'elle est la prochaine et se prépare à affronter l'esprit, mais Tanisha la rassure en lui disant que de Marco ne lui fera pas de mal. Après cet événement, les services d'urgence arrivent sur les lieux et hospitalisent René et Tanisha. Les femmes voient même leur fils ensemble, ce qui signifie qu'ils ont trouvé la paix et peuvent maintenant passer à autre chose. Ils vont jouer à la PS5 Pro ensemble au paradis maintenant, ne vous inquiétez pas. Les nouvelles couvrent rapidement la corruption au sein du département de police de Swinton, et Casper, qui a survécu à l'attaque, est reconnu coupable et envoyé en prison.